je ne pouvais guère prévoir que tu serais un jour le seul soutien de la famille, à la prospérité de laquelle tu applaudissais alors. Quand tu tiendras cette lettre entre tes mains, je n'existerai plus. Dans la position où j'étais, je n'ai pas voulu survivre à la honte d'une faillite. Je me suis tenue sur le bord du gouffre jusqu'au dernier moment, espérant surnager toujours. Il faut y tomber. Attendez, je crois que c'est flou, c'est mieux. Les banqueroutes réunies de mon agent de change et de Roguin, mon notaire, m'emportent mes dernières ressources et ne me laissent rien. J'ai la douleur de devoir près de 4 millions sans pouvoir offrir plus de 25% d'actifs. Mes vins emmagasinés éprouvent en ce moment la baisse ruineuse que cause l'abondance et la qualité de vos récoltes. Dans 3 jours, Paris dira: Monsieur Grandet était un fripon. Je me coucherai, moi, probe, dans un linceul d'infamie. Je ravis à mon fils et son nom que j'entache et la fortune de sa mère. Il ne sait rien de cela, ce malheureux enfant que j'idolâtre. Nous nous sommes dit adieu tendrement. Il ignorait, par bonheur, que les derniers flots de ma vie s'épancheraient dans cet adieu. Ne me maudira-t-il pas un jour? Mon frère, la malédiction de nos enfants est épouvantable. Ils peuvent appeler de la nôtre, mais la leur est irrévocable. Grandet, tu es mon aîné, tu me dois ta protection. Fais que mon Charles ne jette aucune parole amère sur ma tombe. Mon frère, si je t'écrivais avec mon sang et mes larmes, il n'y aurait pas autant de douleur que j'en mets dans cette lettre, car je pleurerais, je saignerais, je serais mort, je ne souffrirais plus. Mais je souffre et vois la mort d'un œil sec. Te voilà donc, le père de Charles. Il n'a point de parents du côté maternel. Tu sais pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas obéi aux préjugés sociaux? Pourquoi ai-je cédé à l'amour? Pourquoi ai-je épousé la vie naturelle d'un grand seigneur? Charles n'a plus de famille. Oh, mon malheureux fils, mon fils. Écoute, Grandet, je ne suis pas venu t'implorer pour moi. D'ailleurs, tes biens ne sont peut-être pas assez considérables pour supporter une hypothèque de 3 millions. Mais pour mon fils, sache-le bien, mon frère, mes mains suppliantes se sont jointes en pensant à toi. Grandet, je te confie Charles en mourant. Enfin, je regarde mes pistolets sans douleur, en pensant que tu lui serviras de père. Il m'aimait bien, Charles. J'étais si bon pour lui, je ne le contrarierai jamais. Il ne me maudira pas. D'ailleurs, tu verras, il est doux. Il tient de sa mère. Il ne te donnera jamais de chagrin. Pauvre enfant, accoutumé aux jouissances du luxe, il ne connaît aucune des privations auxquelles nous a condamnés l'un et l'autre notre première misère. Et le voilà ruiné, seul. Oui, tous ses amis le fuiront,
renoncer aux créances qu'en qualité d'héritier de sa mère, il pourrait exercer contre moi. Mais c'est une prière superflue. Il a de l'honneur et sentira bien qu'il ne doit pas se joindre à mes créanciers. Fais-le renoncer à ma succession en temps utile. Révèle-lui les dures conditions de la vie que je lui fais, et s'il me conserve sa tendresse, dis-lui bien en mon nom que tout n'est pas perdu pour lui. Oui, le travail qui nous a sauvés tous les deux peut lui rendre la fortune que je lui emporte, et s'il veut écouter la voix de son père, qui pour lui voudrait sortir un moment du tombeau, qu'il parte, qu'il aille aux Indes. Mon frère, Charles est un jeune homme probe et courageux. Tu lui feras une pacotille, il mourrait plutôt que de ne pas te rendre les premiers fonds que tu lui prêteras, car tu lui en prêteras, Grandet, sinon tu te créerais des remords. Ah, si mon enfant ne trouvait ni secours, ni tendresse en toi, je me demanderais éternellement vengeance à Dieu de ta dureté. Si j'avais pu sauver quelque valeur, j'avais bien le droit de lui remettre une somme sur le bien de sa mère, mais les paiements de ma fin du mois avaient absorbé toutes mes ressources. Je n'aurais pas voulu mourir dans le doute sur le sort de mon enfant. J'aurais voulu sentir de saintes promesses dans la chaleur de ta main qui m'eût réchauffé, mais le temps me manque. Pendant que Charles voyage, je suis obligé de dresser mon bilan. Je tâche de prouver par la bonne foi qui préside à mes affaires qu'il n'y a dans mes désastres ni faute, ni improbité. N'est-ce pas m'occuper de Charles? Adieu, mon frère, que toutes les bénédictions de Dieu te soient acquises pour la généreuse tutelle que je te confie, et que tu acceptes, je n'en doute pas. Il y aura sans cesse une voix qui priera pour toi dans le monde où nous devons aller tous un jour, et où je suis déjà, Victor Ange Guillaume Grandet. Eh ben, vous causez donc, dit le père Grandet en pliant avec exactitude la lettre dans les mêmes plis et la mettant dans la poche de son gilet. Il regarda son neveu d'un air humble et craintif, sous lequel il cacha ses émotions et ses calculs. Vous êtes-vous réchauffé? Très bien, mon cher oncle. Eh bien, où sont donc nos femmes? Dit l'oncle, oubliant déjà que son neveu couchait chez lui. En ce moment, Eugénie et Madame Grandet en rentrèrent. Tout est arrangé là-haut, leur demanda le bonhomme en retrouvant son calme. Oui, mon père. Eh bien, mon neveu, si vous êtes fatigué, Nanon va vous conduire à votre chambre. Dame, ce ne sera pas un appartement de Mirliflor, mais vous excuserez les deux pauvres vignerons qui n'ont jamais le sou. Les impôts nous avalent tout. Nous ne voulons pas être
l'honneur d'accepter mon bras, madame, dit l'abbé Cruchot à madame des Grassins. Merci, monsieur l'abbé. J'ai mon fils, répondit-elle sèchement. Les dames ne sauraient se compromettre avec moi, dit l'abbé. Donne donc le bras à monsieur Cruchot, lui dit son mari. L'abbé emmena la jolie dame assez lestement pour se trouver à quelques pas en avant de la caravane. Il est très bien, ce jeune homme, madame, lui dit-il en lui serrant le bras. Adieu, panier, vendanges sont faites. Il vous faut dire adieu à mademoiselle Grandet. Eugénie sera pour le Parisien, à moins que ce cousin ne se soit amouragé d'une Parisienne. Votre fils Adolphe va rencontrer en lui le rival le plus. Laissez donc, monsieur l'abbé. Ce jeune homme ne tardera pas à s'apercevoir qu'Eugénie est une niaise, une fille sans prêcheur. L'avez-vous examinée? Elle était ce soir jaune comme un coin. Vous l'avez peut-être déjà fait remarquer au cousin, et je ne m'en suis pas gênée. Mettez-vous toujours auprès d'Eugénie, madame, et vous n'aurez pas grand-chose à dire à ce jeune homme contre sa cousine. Il fera de lui-même une comparaison qui, d'abord, il m'a promis de venir dîner après-demain chez moi. Ah, si vous vouliez, madame, dit l'abbé. Et qu'entendez-vous que je veuille, monsieur l'abbé? Entendez-vous aussi me donner de mauvais conseils? Je ne suis pas arrivé à l'âge de 39 ans avec une réputation sans tache, Dieu merci, pour la compromettre, même quand il s'agit de l'empire du grand Mongol, pardon, je lis n'importe quoi. Nous sommes à un âge, l'un et l'autre, auquel on sait ce que parler veut dire. Pour un ecclésiastique, vous avez en vérité des idées bien incongrues. Cela est digne de Faublas. Vous avez donc lu Faublas? Non, monsieur l'abbé, je voulais dire les liaisons dangereuses. Ah, ce livre est infiniment plus moral, dit en riant l'abbé. Mais vous me faites aussi pervers que l'est un jeune homme d'aujourd'hui. Je voulais simplement vous oser me dire que vous ne songiez pas à me conseiller de vilaines choses. Cela n'est-il pas clair? Si ce jeune homme, qui est très bien, j'en conviens, me faisait la cour, il ne penserait pas à sa cousine. À Paris, je le sais, quelques bonnes mères se dévouent ainsi pour le bonheur et la fortune de leurs enfants. Mais nous sommes en province, monsieur l'abbé. Oui, madame. Et, reprit-elle, je ne voudrais pas, ni Adolphe lui-même ne voudrait pas de 100 millions achetés à ce prix. Madame, je n'ai point parlé de 100 millions. La tentation eût été peut-être au-dessus de nos forces à l'un et à l'autre. Seulement je crois qu'une honnête femme peut se permettre, en tout bien, tout honneur, de petites coquetteries sans conséquence, qui font partie de ses devoirs en société et qui, vous croyez, ne devons-nous pas, madame, tâcher de nous être agréables les uns aux autres? Permettez que je me mouche. Je vous assure, madame, reprit-il, qu'il vous lorgnait d'un air un peu plus flatteur que celui qu'il avait en me regardant. Mais je lui pardonne d'honorer préférablement à la vieillesse
Cela ne dirait rien, dit monsieur des Grassins. Le bonhomme est cachottier. Des Grassins, mon ami, je l'ai invité à dîner, ce jeune homme. Il faudra que tu ailles prier monsieur et madame de Larsonnière et les du Hautoy, avec la belle demoiselle du Hautoy. Bien entendu, pourvu qu'elle se mette bien ce jour-là. Par jalousie, sa mère la fagote si mal. J'espère, messieurs, que vous nous ferez l'honneur de venir, ajouta-t-elle en arrêtant le cortège pour se retourner vers les deux Cruchot. Vous voilà chez vous, madame, dit le notaire. Après avoir salué les trois des Grassins, les trois Cruchot s'en retournèrent chez eux, en se servant de ce génie d'analyse que possèdent les provinciaux pour étudier sous toutes ses phases le grand événement de cette soirée, qui changeait les positions respectives des Cruchotins et des Grassinistes. L'admirable bon sens qui dirigeait les actions de ces grands calculateurs leur fit sentir aux uns et aux autres la nécessité d'une alliance momentanée contre l'ennemi commun. Ne devaient-ils pas mutuellement empêcher Eugénie d'aimer son cousin et Charles de penser à sa cousine? Le Parisien pourrait-il résister aux insinuations perfides, aux calomnies doucereuses, aux médisances pleines d'éloges, aux dénégations naïves qui allaient constamment